Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour écouter donc cette conférence, qui sera donc une conférence à deux voix entre Madame Marie-Dominique Leclerc et Monsieur Alain Robert. Alors, mes lunettes de vieux. Donc, Marie-Dominique Leclerc et Alain Robert sont maîtres de conférence de l'université Reims Champagne-Ardenne. Et pas forcément universitaire dans le domaine du livre, mais il s'intéresse aux livres, si je comprends bien. Ah si, moi j'ai une formation universitaire. Ah oui, vous, oui, mais pas Monsieur Robert, qui est plutôt un scientifique, d'après ce que j'ai appris. Et donc, il travaille depuis un certain temps, vous avez même écrit une quarantaine d'années, sur la Bibliothèque Bleue, donc dans une perspective d'histoire des mentalités, de société, etc. Alors, bon, ils vont vous apprendre ce que c'est que la Bibliothèque Bleue. La Bibliothèque Bleue, ce sont des livres bon marché, de colportage qui ont été distribués. Vous allez découvrir. Qui ont été distribués un peu dans toute la France et même l'Europe, je crois, au XVIIIe, au XIXe siècle et peut-être même au début du XXe siècle, non ? Bah écoutez, tendez l'oreille. Si personne ne parle, vous m'entendrez. Comment ? Mais s'il marche le micro. Venez à ma place. Et vous verrez, vous essaierez. Donc, ils connaissent bien Lyon, ils connaissent bien le musée de l'imprimerie, parce qu'ils ont assuré au musée de l'imprimerie le commissariat scientifique de trois expositions. Deux expositions. Beaux ABC, Belles Heures en 2000 et Danser avec la mort en 2004. Donc, ce sont des familiers de notre musée. Et c'est dans cette optique qu'ils vont nous raconter la saga de la Bibliothèque Bleue. Je leur donne la parole. Vous avez un micro aussi. Oui. Vous pouvez utiliser celui-là aussi. Merci. Mieux Tout d'abord, je remercie Monsieur Langlois pour son accueil très chaleureux qui, d'emblée, nous met dans de très bonnes dispositions vis-à-vis de votre association. Et nous avons donc plaisir à vous présenter cette conférence qui s'intitule « Lire en bleu ». Alors, pourquoi lire en bleu qu'est-ce que la Bibliothèque Bleue ? En fait, nous avons voulu présenter cette Bibliothèque Bleue l'an dernier, en 2017, au travers d'une grande exposition qui s'est tenue à la médiathèque de Troyes. Et nous voulions partir de l'a priori que la Bibliothèque Bleue, comme l'a dit Monsieur Langlois, qui est une littérature de colportage, n'était pas seulement colportée, comme on l'a dit souvent, et trop souvent peut-être, à la campagne, mais aussi en ville, et d'ailleurs dans un premier temps en ville, avant même d'aller à la campagne, d'où l'idée de cette exposition de la Bibliothèque Bleue dans la cité, et ceci dans une très belle scénographie due à l'atelier lyonnais SEV Communication, dont nous avons une représentante ici ce soir. Donc vous pourrez lui poser des questions éventuellement sur la scénographie si vous le souhaitez. Et j'avoue que nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Ils sont extrêmement compétents, dévoués, et vous pourrez apprécier toute la beauté de cette scénographie au travers des photos que nous allons vous montrer. Cette exposition a été l'occasion de montrer les usages des livrets bleus au quotidien dans une ville française du XVIIIe siècle. Alors pourquoi le XVIIIe siècle ? Parce que la Bibliothèque Bleue allant du tout début du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, c'est un phénomène éditorial exceptionnel, comme vous pouvez en juger. Nous pensions que c'était bien de présenter là où elle a connu son heure de gloire, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Et cette exposition va donc servir de trame à notre présentation qui évoquera les aspects multiples de cette vaste production à grande diffusion, depuis l'atelier de l'imprimeur jusqu'au lieu de sociabilité où ces petits ouvrages pouvaient être utilisés.
Histoire et gravure vont donc être au rendez-vous pour tenter de donner une image de 3 siècles de production. Et c'est ainsi tout un pan de notre histoire éditoriale commune qui va être embrassé, car le plus grand nombre a possédé ces petits ouvrages qui par la suite ont été négligés et dédaignés. Nous allons donc tenter de les faire revivre le temps de cette conférence. Et c'est Alain qui va vous présenter le début. Prendre le micro. Alors, essayons tout d'abord de préciser ce qu'est cette bibliothèque bleue et ses modalités et les modalités de sa production avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, en simplifiant beaucoup les choses, on pourrait dire que la bibliothèque bleue, c'est essentiellement la réédition de textes plus ou moins anciens, on dirait maintenant tombés dans le domaine public, et vendus très bon marché de façon à toucher un très large public et donc de créer un phénomène économiquement rentable. Alors, la première vitrine de l'exposition présentait les divers aspects sous lesquels on trouve ces ouvrages. Alors, je crois que je suis allé un peu vite. Voilà, la première vitrine vous présentait quelques ouvrages et les lieux de production. Donc, voyons cela un petit peu plus en détail. Alors, tout d'abord, les formats. Donc, voilà un certain nombre d'exemplaires qui vont des plus grands, donc des formats in quarto réservés aux ouvrages relativement importants nécessitant plusieurs cahiers, jusqu'à des formats beaucoup plus petits, comme ceux-ci qui sont assez rares, les formats les plus courants étant l'in-octavo ou l'in-12, donc vous en avez quelques exemples ici. Ils sont souvent, ils étaient réputés être couverts d'un papier bleu-gris. Vous en avez ici un certain nombre d'exemples qui auraient donné son nom à cet ensemble d'ouvrages Bibliothèque bleue. Bon, c'est effectivement assez discutable dans la mesure où cette couverture, en fait, était pour la plupart des ouvrages la couverture d'attente, puisque les ouvrages n'étaient pas vendus reliés. Chacun faisait relier les ouvrages à son idée, s'il en avait les moyens. Alors sinon, effectivement, on conservait la couverture d'attente. C'était simplement le papier d'emballage de l'époque. Néanmoins, ce type de couverture n'était pas le seul que l'on pouvait trouver. Vous en avez ici un certain nombre d'autres exemples. Du papier à la cuve, de la dominatrice. Et puis, à partir de la fin du XVIIIe siècle, des couvertures imprimées, soit spécialement pour qui parfois recouvraient des éditions plus anciennes à qui on donnait à ce moment-là une couverture. Et puis évidemment, un certain nombre d'ouvrages, ils sont même très nombreux dans nos bibliothèques, étaient reliés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient nombreux à l'époque, ça veut surtout dire qu'on n'a pas conservé les autres, mais que ceux-là, comme ils étaient reliés, ont manifestement été conservés. Et les reliures peuvent parfois être assez prestigieuses. Vous avez ici un recueil de 7 ouvrages de la Bibliothèque bleue en reliure d'époque. Ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'effectivement, il est indiqué sur les pièces de titre Bibliothèque bleue, donc c'est effectivement la preuve qu'au XVIIIe siècle, on est sans doute aux environs de 1830-1840, vu les dates des ouvrages qui sont à l'intérieur, cette appellation était parfaitement connue et retenue par tous les acquéreurs potentiels. Pour la petite histoire, je vous signale que cet exemplaire est passé en vente publique il y a 3 mois, 6 mois maintenant à peu près, et que l'ouvrage a été préempté par la bibliothèque que le recueil a été préempté par la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc, vous pourrez toujours à Paris.
Alors, donc ça, c'était l'aspect et les formats. La production, maintenant, enfin du moins, où les produisait-on? Alors, sur cette carte, qui date de l'extrême fin du XVIIIe siècle, on a fait figurer les lieux d'impression sur toutes les époques, hein, donc on voit une majorité de lieux dans la France du Nord. Bon, cela dit, si on essaye de voir d'un point de vue chronologique, on admet en général que la Bibliothèque bleue est née à Troyes au tout début du XVIIe siècle, chez un imprimeur qui s'appelait Nicolas Oudot, même si c'est sans doute pas lui qui a inventé le fait d'essayer de produire à faible coût, hein. En particulier, il est manifeste qu'un certain nombre d'imprimeurs lyonnais, dont on reverra les noms un peu plus tard dans cette présentation, l'ont un peu précédé dans cette voie, mais disons qu'il a peut-être systématisé la chose, et qu'il a surtout eu des descendants qui s'appelaient toujours Oudot jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et qui ont prolongé le système et l'ont élargi, hein. Donc c'est ce qui permet de dire que cette Bibliothèque bleue serait née à Troyes. Il faudra attendre en général peut-être un peu moins d'un siècle pour l'avoir développée ailleurs, hein. Le premier centre qui est venu, ça a été Rouen, à l'extrême fin du XVIIe siècle, hein, vers les années 1780. Sans doute à la même époque, ou un peu plus tard, à Limoges. On a des traces à Limoges assez tôt, mais on n'a pas d'exemplaires conservés. C'est un peu ça le problème. Les premiers exemplaires limousins apparaissent dans les années 1730, mais il est vraisemblable qu'il y en eut avant. Ensuite, à Caen, au milieu du XVIIIe siècle, et à la fin de ce XVIIIe siècle, c'est un peu partout. Avignon sera un centre assez tôt, et ensuite c'est avant tout l'est de la France, l'axe vosgien, qui s'est développé. Et au XIXe siècle, c'est un peu partout. Vous avez des points sur cette carte, hein, qui vous indiquent avec des centres à Toulouse, à Tours, enfin je cite les plus importants, à Orléans, à Toulouse, Orléans, Tours, Lille, et puis Épinal, Montbéliard, dans l'est de la France. Bon, je n'insiste pas plus dans la mesure où vous verrez tout au long de cette conférence, vous pourrez voir au passage certaines éditions, parfois dans des très petits centres, hein, néanmoins, mais où il y a eu effectivement des productions du même type. Alors, qu'est-ce qui caractérise, à quoi reconnaît-on que un ouvrage appartient à la Bibliothèque bleue? C'est essentiellement parce que c'est un ensemble de titres, hein, c'est toujours les mêmes titres qui ont été édités à quelques variantes près. Alors, tout le monde n'éditait pas tout, ils choisissaient évidemment ce qui pouvait correspondre à leur public, mais au-delà de cette centaine de titres communs, on trouve vraiment pas grand-chose d'autre. Quelquefois, il y a des productions locales qui peuvent être attachées à ça, mais qui n'ont jamais eu une très grande diffusion ailleurs que dans ces centres. Alors, venons-en à l'exposition en elle-même. L'exposition, comme Marie-Dominique l'a indiqué, voulait évoquer une rue au XVIIIe siècle. Voilà. Vous avez ici l'entrée de l'exposition. Donc une rue au XVIIIe siècle avec ses boutiques et ses enseignes comme autant de thèmes de la Bibliothèque bleue. La rue débouchait sur une place publique, lieu de tous les récits romanesques. Alors, le décor est planté. Maintenant, entrons dans la première boutique, hein, puisqu'on veut évoquer la place des livrets dans la cité. Évidemment, le premier lieu où l'on trouvait ces livrets, c'était évidemment là où on les fabriquait, c'est-à-dire l'atelier boutique de l'imprimeur-libraire. Et jetons un œil sur ce qui s'y déroule et sur le matériel et les méthodes employées. Alors, nous avons comme un clin d'œil essayé de retenir, on a mis quelques enseignes, hein, donc l'enseigne de l'imprimeur-libraire était
avait pour nom Au Chapon d'Or couronné, ce qui était l'adresse de Nicolas I Oudot, enfin le premier de ce nom, donc le réputé fondateur de cette bibliothèque bleue. Alors l'enseigne est totalement imaginaire, seul le chapon couronné a été repris sur la marque d'imprimeur qui figure sur quelques-uns des ouvrages qu'il a édités. Alors, je suis devant un auditoire issu de l'association des amis du musée de l'imprimerie, donc je ne vous détaillerai pas ce qui était présenté. Donc dans cette première vitrine, on présentait le matériel utilisé pour la production, donc vous le connaissez bien. Bon, simplement, on présentait quelques bois gravés. Vous les avez... on n'apparaît pas à ce niveau. Ils étaient présentés, donc c'était... Oui, mais si je peux les montrer avec la flèche, oui. Donc quelques bois gravés, essentiellement des bois gravés relativement anciens, puisque, on y reviendra après, c'était avant tout du réemploi de bois plus anciens, du moins dans les débuts à Troyes. Plus intéressant pour nous, la deuxième partie de la vitrine présentait on dirait maintenant la publicité de ces imprimeurs libraires, c'est-à-dire les catalogues. Alors, on avait un certain nombre de catalogues en vitrine. Bon, j'insisterai simplement sur deux. Vous avez à gauche, peut-être même pouvez-vous lire ce qui est indiqué. Donc, le catalogue des livres qui se vendent dans la boutique de la veuve de Nicolas Oudot. Alors, c'est pas le même Nicolas Oudot dont je vous parlais. C'est le troisième du nom. C'est le petit-fils du premier, puisqu'ils s'appelaient tous Nicolas Oudot de père en fils. Celui-là, en fait, était allé en apprentissage à Paris, avait épousé Marie Promet, fille d'un libraire parisien, fille du libraire Promet, et donc il est mort assez rapidement, et c'est sa veuve qui a continué le travail et qui écoulait à Paris les livres imprimés par ses beaux-frères, essentiellement Jacques Oudot et Jean Oudot, qui imprimaient à Troyes. Alors, ce qui est intéressant, ce catalogue date à peu près de 1700, bon, il n'est pas daté, mais on peut l'estimer aux alentours des années 1720-1725. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le sous-titre « Livre récréatif » appelé communément la Bibliothèque bleue. Donc, c'est à ma connaissance, la première mention écrite de bibliothèque bleue en tant que telle. Avant, on parlait de livret bleu. Perrault parlait dans une préface des contes de livret bleu, de papier bleu plus exactement. Là, par contre, c'est indiqué c'est d'indiquer en toutes lettres Bibliothèque bleue, et à la fin du catalogue, bon, je ne l'ai pas mis sur cette diapositive, il est indiqué à la fin du catalogue, à propos de la boutique, et la Bibliothèque bleue s'y vend toute complète. Donc, ce qui présente bien l'ensemble comme une collection, sinon complète, puisqu'ils disent qu'ils la poursuivent, mais comme une collection constituée. Alors, on pourra remarquer que dans ce catalogue, les ouvrages sont classés par format. Vous avez le début, les in quarto, c'est-à-dire les ouvrages les plus prestigieux et les plus gros. C'est essentiellement des romans de chevalerie, et quelques pièces particulières comme le calendrier des bergers et la grande danse macabre que, comme cela a été rappelé, nous avons présenté à Lyon dans une exposition il y a une quinzaine d'années, je crois. Vous avez sinon un deuxième catalogue plus tardif, alors qui est cette fois-ci chez la veuve Garnier. Alors c'est toujours des veuves, vous allez dire, effectivement, les veuves, comme vous le savez sans doute, ont joué un grand rôle dans l'imprimerie grâce à leur privilège de pouvoir continuer au décès du mari sans avoir besoin d'avoir le diplôme, si j'ose dire. Donc la veuve Garnier, nous sommes aux alentours des années 1780. Bon, les Garnier sont la deuxième grande dynastie d'imprimeurs à Troyes. On retrouve tous les mêmes titres. Bon, là, vous
pouvez plus difficilement les lire. L'intérêt de ce catalogue, c'est que cette fois-ci, les ouvrages sont classés par leur prix. Malheureusement, cette feuille était prévoyante, c'est-à-dire que le prix n'est pas imprimé, le prix est laissé en blanc, ce qui permettait à l'imprimeur de suivre éventuellement les fluctuations d'actualiser les prix. Donc ça ne nous renseigne pas sur les prix où ils étaient vendus. Alors vous pouvez voir peut-être que les sortes étaient à tant de livres ou tant de sols la douzaine. Hein. Donc c'était manifestement le prix de vente en gros, c'est-à-dire le prix de vente aux libraires revendeurs ou aux colporteurs. C'était évidemment pas les prix de vente au détail. Bon, alors ces prix de vente au détail, ces prix de vente au détail, on ne les connaît pas. Par contre, les prix de vente en gros, on peut les connaître par tous les inventaires après décès, puisque là aussi, les ouvrages étaient estimés à la douzaine. Donc, on pourrait arriver à reconstituer. Donc, ça, c'était donc les catalogues. Alors, venons-en, si on ne parle pas du travail de l'imprimeur, venons-en néanmoins à la spécificité du travail de l'imprimeur de cette bibliothèque bleue. Alors, comme je l'ai dit, la contrainte qu'il s'imposait, c'était de produire rapidement de grandes quantités d'ouvrages et à faible coût. Alors, pour cela, les méthodes, on utilisait des caractères souvent usés, c'est-à-dire qu'on les emmenait jusqu'au bout avant de les refondre. On utilisait souvent des bois de réemploi qui, parfois, comme on le verra, n'avaient que peu à voir avec les ouvrages qu'ils étaient censés utiliser. On faisait des économies de papier. Vous pouvez voir ici un exemple sur une édition de fin du XVIIIe siècle. Quand on arrivait à la fin de l'ouvrage, et qu'on voyait qu'il allait falloir peut-être un cahier supplémentaire ou quelques pages supplémentaires, on n'hésitait pas à changer de corps de caractère en cours de composition. Donc là, vous voyez, vous avez, si je lis bien, la page 37 et la page 38 sous les yeux du même ouvrage. Manifestement, on arrive à faire tenir beaucoup plus de lignes par page au verso de la page 37 que sur la page 37 elle-même, ce qui a sans doute permis d'arriver jusqu'au bout sans mettre des pages supplémentaires. Bon, éventuellement, on n'hésitait pas à supprimer quelques lignes, voire quelques chapitres lorsqu'il y en avait plusieurs. Des fois, ça ne gênait pas trop. Bon, des fois, c'était un peu plus gênant parce que, c'était souvent dans les grands ouvrages, donc dans les romans de chevalerie où il y avait beaucoup d'épisodes relativement indépendants les uns des autres. Donc, supprimer un chapitre n'était pas gênant, sauf s'il y avait dans un chapitre suivant un rappel du chapitre supprimé. Donc là, effectivement, un lecteur attentif, ça pouvait lui poser quelques problèmes. Pour économiser, une autre méthode, c'était la copie. Alors, la copie était assez générale. Qu'est-ce qu'on copiait? Alors, on copiait le texte. Bon, vous allez me dire que c'est normal de respecter le texte de l'auteur et de le recopier le mieux possible. Bon, c'était pas vraiment le cas. On n'hésitait pas, comme je l'ai dit, à supprimer. Mais, par contre, on copiait éventuellement les ouvrages page à page, voire ligne à ligne. Alors, quel était l'intérêt? Évidemment, l'intérêt, c'est qu'on gagnait du temps sur la composition. Il n'y avait pas à calculer où on allait, le nombre de pages qu'il allait falloir prendre. On savait d'emblée où on allait. Éventuellement, on pouvait, s'il y avait plusieurs cahiers et qu'on avait plusieurs presses, travailler avec plusieurs presses en parallèle. Et puis aussi, ça permettait à la fin du tirage, quand on avait épuisé une édition, si on en refaisait une autre copiée dessus et qu'il restait quelques cahiers, quelques feuilles de l'édition précédente, on pouvait les réutiliser avec la nouvelle édition. Vous en avez un exemple sous les yeux, chez Pierre Garnier, d'un roman de chevalerie, l'histoire des 4 fils Aymon. On connaît au moins 5 éditions sorties de ces presses. 2 sont manifestement copiées ligne à ligne. On les reconnaît assez facilement, on les connaît, elles sont indépendantes. On les reconnaît assez facilement au titre courant. L'une a le titre courant en capital, l'autre en minuscule, en bas de casse, italique.
Et vous avez sous les yeux, alors la jonction entre deux cahiers, ça doit être les cahiers M et N, si je ne me trompe, oui. Vous avez à gauche un cahier qui appartient à l'une des éditions, et à droite un cahier appartenant à l'autre édition. Et tout au long de cet exemplaire, les cahiers sont alternés sans trop de problème. Hein. Et bon, si vous étiez tout près, vous pourriez voir que ça se raccorde bien, puisque ces deux manifestement, ça a été copié ligne à ligne lors de la composition. Donc, on copiait donc le texte et on copiait les illustrations. Alors, voyons-en un exemple de copie avec un roman de chevalerie qui reviendra assez fréquemment dans cette conférence, bon, parce qu'on l'a beaucoup étudié, donc on connaît quand même bien tous les détails qu'il peut présenter. Vous avez sous les yeux la première édition à 3 chez Nicolas Houdot, le premier du nom, hein, donc vous lisez d'ailleurs son adresse. La rue Notre-Dame au Chapon d'Or couronné. L'édition est de 1630. Bon, il semble qu'il y en ait eu une plus ancienne, mais dont on aurait la trace dans quelques ouvrages anciens, mais je n'ai pas retrouvé d'exemplaire. Donc, cette édition est ornée d'un certain nombre de bois gravés. Vous en avez ici un exemple en page de titre. Alors, d'où vient cette illustration ? Elle n'est pas venue ex nihilo. En fait, elle a été copiée. On peut trouver une origine lyonnaise à cette illustration. Par exemple, vous avez ici une des éditions incunables de Jean de Wingles. Je crois que c'est celle de 1497. Avec les 4 frères sur leurs 4 chevaux. Un peu plus tard, chez Benoît Rigaud, hein, vous voyez la même source d'inspiration. Bon, évidemment, c'est copié dans l'autre sens. C'est toujours à Lyon, hein, donc 1586 ou 83, je crois, oui, 1583. Encore un tout petit peu plus tard, toujours à Lyon, chez Jonas Gautrin. Donc vous voyez que cette fois-ci, le modèle est définitivement obtenu. Hein. Nicolas Houdot n'a rien inventé, il s'est copié. Bon, c'est pas le même bois, hein, c'est clair. Et il s'est contenté de copier, bon, sans doute, peut-être une de ses éditions, enfin peut-être y en a-t-il eu d'autres avec ce même bois. Hein, c'est une copie. Bon, là, on avait quand même une petite évolution d'une édition à l'autre. Bon, à partir de là, dans la Bibliothèque bleue, il n'y a plus vraiment d'évolution. Alors, voici quelques exemples. Hein. Donc, dans l'ordre, vous avez Troyes, Avignon, Carpentras, Lons-le-Saunier, Limoges. Hein, là, nous sommes au début du XVIIIe siècle. Là, nous sommes dans les années 1830, hein, sur les dernières éditions. Vous voyez que l'évolution est quand même assez faible. Hein, c'est manifestement la copie qui prévaut. Bon, certains imprimeurs libraires, bon, essaieront de renouveler un petit peu l'illustration, mais tout en ayant quand même, en conservant toujours la même inspiration. Hein, c'est le cas à Montbéliard, avec, bon, là on connaît le nom des graveurs, hein, celle-là gravée par Boulet, à Épinal, chez Pellerin, donc là c'est une gravure de Georgin, et puis à Limoges et à Paris avec cette gravure qui finalement assez curieusement se rapproche peut-être un peu de l'original de Jean de Wingles, mais sans doute est-ce un hasard, il n'y a aucune raison que le graveur limousin ait connu ceci. Alors, quand le bois est trop usé, on essaye de le regraver. C'est le cas à Troyes. Alors, malheureusement, on ne fait pas toujours appel à un graveur très habile. Vous voyez, la copie est quand même, pour le moins, assez fruste. Mais bon, c'est une des dernières éditions. Enfin, là, nous sommes, Femme Garnier, nous sommes aux alentours de 1800...
alentours de 1800 à peu près. Bon, un tout petit peu plus tard, Veuve André, enfin 1800 ou 1810, donc une imprimerie concurrente de celle de la femme Garnier. Elle n'avait pas le bois à sa disposition. Donc, dans le stock existant, elle a pris quelque chose qui pouvait ressembler, donc un cheval, un cavalier, bon, le petit angelot par-dessus qui couronne le chevalier. On voit pas trop ce que ça peut faire. Hein. Donc, voilà comment on pouvait illustrer. Alors, prenons un autre exemple. Là, il y avait une tradition iconographique bien établie, hein, donc les 4 cavaliers plus ou moins bien alignés. Mais pour d'autres romans, il n'y a pas vraiment de tradition. C'est par exemple le cas du roman de la Belle Hélène de Constantinople. Donc là, on illustre avec ce qu'on a sous la main. Veuve de Jacques Oudot et Jean Oudot, donc en 1730. Hein, donc à gauche, c'est manifestement une réédition. Une réutilisation d'un bois gravé destiné primitivement à illustrer les fables d'Ésope. Hein, c'est un bois qui provient de l'imprimerie Treprel au début du XVIe siècle. Comment il est venu à Troyes, c'est un autre problème. À peu près à la même époque ou quelques dizaines d'années plus tard, Jean Garnier, pour illustrer le même roman, réutilise un bois dont on ne sait pas trop où il vient, mais qui est ce qu'on dirait un bois passe-partout, dans la mesure où il y a des combats de chevalerie dans tous les romans. On peut utiliser ce genre de bois un peu partout. Alors, sauf que quand un peu plus tard, au XIXe siècle, Pellerin et Épinal souhaitent imprimer le roman de la Belle Hélène, il prend manifestement l'édition de Jean Garnier comme modèle. Et donc, il se croit obligé de faire regraver les bois, puisqu'il ne les a pas. Et pour être sûr de ne pas se tromper, il les numérote. Vous avez ici numéro 1, vous avez ici numéro 1, parce que c'est le premier bois qui doit intervenir. À l'intérieur, il y a 4 bois dans cette édition de Jean Garnier, qui n'ont rien à voir avec le roman. Les 4 bois ont été copiés par Pellerin. Donc vous en avez ici un deuxième, qui lui encore n'a pas grand-chose à voir. Il est censé illustrer l'arrivée à Tours de Hélène. Ça vous permet de voir au passage que Tours était à l'époque un port de mer, puisque vous avez en fond les bateaux qui vont. Encore 5 minutes. La copie des bois qui se fait jusqu'à être totalement aberrante. On peut aussi signaler que les bois, quand on ne veut pas les recopier, on les utilise jusqu'au complet écrasement. Alors vous en avez ici un exemple avec un bois issu des Amadis de Gaulle, donc dans une des premières éditions des Amadis, donc en 1554, donc il avait encore à peu près bonne allure. Il est utilisé chez Nicolas Oudot en 1624, il est déjà un peu moins lisible. Et puis, sa dernière utilisation que j'ai pu retrouver, c'est en 1745, dans une histoire de Richard sans peur, où là, il faut arriver à le reconnaître, c'est effectif. Vous voyez. Alors, mon propos pourrait vous laisser penser que on a des ouvrages qui sont immuables et que du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est toujours à peu près la même chose. Alors néanmoins, il y a quelques évolutions. Malgré la copie, le texte évolue au cours du temps pour plusieurs raisons. Alors, modernisation de la langue, évidemment, si on veut pouvoir vendre, il vaut mieux vendre un texte que les lecteurs potentiels sont capables de lire, donc en respectant l'évolution du français. Raccourcissement du texte, comme je l'ai signalé, on n'hésite pas à supprimer des chapitres ou des bouts de texte, essentiellement pour raison d'économie, mais aussi des erreurs de transcription et puis une certaine autocensure des textes.
Alors, certaines modifications sont volontaires, mais souvent maladroites. Alors, un exemple pourra nous être donné ici. Voici 3 éditions de l'histoire des 4 fils Aymon, à 3 dates différentes. Alors, l'une vers 1690, qui n'est pas datée, une en 1728, une en 1735. Alors, la grosse différence entre ces 3 éditions, vous pouvez la voir en page de titre, c'est que la première, il n'y a rien en bas, alors que les autres, les 2 autres ont soit avec approbation et permission, ou l'autre avec permission. C'est la raison essentielle, c'est que les arrêtés de 1701 ont obligé tous les ouvrages, quels qu'ils soient, à obtenir une permission d'imprimer et une approbation, alors qu'auparavant, seuls les nouveaux ouvrages, seuls les nouveaux textes étaient censés l'obtenir. Alors, les imprimeurs troyens ont été très respectueux de cette obligation. Peut-être était-ce la proximité de Paris qu'il faisait. Manifestement, à Limoges, c'était pas le cas. Alors, par quoi ça peut se traduire? Alors, voyons-le sur un exemple du texte. C'est le début de l'histoire des 4 fils Aymon. C'est la dispute qui survient entre Renaud et le neveu de Charlemagne au cours d'une partie d'échecs. Ils se disputent et Renaud fend le crâne de Berthelot, le neveu de Charlemagne, à l'aide de l'échiquier qui était en pierre. Donc évidemment, le neveu n'en réchappe pas, ce qui fait que Charlemagne n'était pas très content. C'est le début de la guerre que se mènent les 4 frères avec l'empereur. Alors, si on lit le texte attentivement, vous pouvez sans doute pas le voir, je vous lis le passage en question. Ils jouèrent ensemble que débat s'émeut entre eux, et par telle manière que Berthelot appelle Regnault fils de putain, puis le frappe tellement que le sang jaillit à terre, et quand Renaud se vit ainsi outragé, il fut fort dolent, jura Dieu que mal lui en prendra. A donc Renaud pris l'échiquier, en frappa Berthelot sur la tête, etc., etc. Donc, évidemment, Berthelot a traité Renaud de fils de putain, ce qui, pour un chevalier fier de son lignage, était sans doute la pire insulte qu'on pouvait avoir. Alors, sauf que, là, ce texte, évidemment, c'est le texte original. Si vous regardez l'incunable de Jean de Vingle, c'est à peu près le même texte que vous trouvez. Donc là, c'est avant l'obligation d'avoir une approbation. Alors, que devient ce texte en 1735, donc après approbation par le censeur? Je raccourcis, de manière que Berthelot appelle Regnault malheureux et le frappe tellement que le sang en jaillit. Donc là, effectivement, on peut penser que la réaction de Regnault est peut-être un petit peu disproportionnée et il apparaît un peu comme un psychopathe dans cette édition. Alors, effectivement, nos imprimeurs se sont peut-être rendus compte que ça posait peut-être un problème. Donc, dans l'édition de 1735, oui, là c'était 1728, donc toujours avec approbation et permission, dispute vive s'émut entre eux, que Berthelot insulta Regnault et lui fit sang. Voilà, donc là, ça laisse imaginer les raisons du conflit. Alors, c'est cette version qui perdurera. Si on va jusqu'aux années 1860, c'est ce texte qui existera. Alors, voyons un autre exemple, un tout petit peu antérieur. Donc là, c'est une erreur de transcription. C'était avant, il y a déjà eu un petit conflit entre Charlemagne et Regnault. Et Regnault dit à Charlemagne, je vous lis le texte, donc toujours dans la première édition, avant, en 1690, Sire, dit Regnault, ce ne serait pas la raison, mais puisque vous ne voulez ouïr parler, nous nous tairons. Point. Belle fut l'assemblée des 4 rois, 30 ducs, 40 comtes, virgule, ils allèrent à l'église, ouïrent la messe, etc. Alors, si vous regardez de près, nous nous tairons est écrit T-E-R-O-N-S,
et belle fut l'assemblée. Bon, bah, le F ou le S, c'est deux caractères à peu près semblables. Alors, qu'est-ce que ça devient dans l'édition suivante, hein, toujours chez Léoudot, en 1735 mais puisque vous n'en voulez entendre parler, nous nous tenons belle sur l'assemblée de 15 rois, 30 ducs, 40 comtes. Donc, nous nous tairons est devenu tenons, hein, le R est devenu un N. Bon, ça peut se confondre. Le point après, de fin de phrase a disparu, il n'était peut-être pas lisible dans l'édition sur laquelle ça a été copié. Bon, s'il n'y a plus de point, il n'y a pas lieu de mettre une majuscule à belle. Et fut devient sur. Le F, le S, c'est la même lettre. Et le T devient un R. Bon, il manque la petite lettre en haut. Donc nous nous tenons belle sur l'assemblée alors les 4 rois deviennent 15. Bon, ça c'est une amplification. Bon, 30 ducs et 40 comtes. Bon, alors ils ont dû trouver que la phrase devenait assez longue. Au lieu de la virgule, ils ont mis un point. Ils allèrent entendre la messe, revinrent au palais et se mirent à table. Donc, vous voyez, ça a complètement transformé le texte. Ça serait pas très grave si dans l'édition suivante on y était revenu, mais non, parce qu'on copie toujours la dernière édition la plus récente. Donc je saute les intermédiaires. En 1878, la dernière édition de Pèlerins, enfin 1878, c'est la date du cachet de Paul Portage qui figure sur ces exemplaires. Ben, vous pouvez voir que c'est exactement le même texte. Nous nous tenons belle sur l'assemblée de 15 rois, 30 ducs et 40 comtes. Ils allèrent à l'église. Alors, vous me direz, bon, bah, c'est la bibliothèque bleue, c'est les aléas. Néanmoins, quittons temporairement la bibliothèque bleue. Intéressons-nous à la plus belle édition de l'histoire des 4 fils Aymon, hein, donc la célèbre édition de Eugène Grasset et Charles Gillot. C'est célèbre pour être la première édition entièrement photogravée en couleur, hein, avec texte et images photogravées. Il a voulu être fidèle au texte ancien, enfin ils ont voulu être fidèles au texte ancien, donc ils ont repris des exemplaires de la bibliothèque bleue du Troyenne du XVIIIe siècle, mais qu'ils prétendent avoir corrigé, hein, en supprimant toutes les erreurs. Bon, néanmoins, si vous y regardez de près, on retrouve exactement les mêmes erreurs dans le cas présent. Sire d'Iregnault, ce ne serait pas la raison qui peut vous en empêcher, mais puisque vous ne voulez pas en entendre parler, nous nous tenons belle sur l'assemblée de 15 rois, 30 ducs, 40 comtes. Bon, par contre, le progrès, c'est qu'on a mis le paragraphe qui aurait dû arriver, puisque c'est un tout autre sujet qui intervient. Donc vous voyez que les erreurs se poursuivre. Alors, ce qui est amusant dans cette édition, c'est que l'éditeur, conscient du fait qu'il y avait quand même un certain nombre de textes anciens, a mis un glossaire à la fin pour exprimer les termes qu'il fallait expliquer. Mais vous chercherez en vain dans le glossaire l'expression « se tenir belle sur une assemblée ». Personne n'a dû comprendre ce que ça voulait dire. À juste titre... Bien, alors j'en ai à peu près terminé pour cette présentation du travail des imprimeurs. Donc nous allons maintenant pouvoir quitter ces lieux de production pour voir les livrets eux-mêmes et surtout leur contenu et ce qu'on pouvait en faire. Donc je passe la parole à Marie-Dominique. Alors, attends, parce que là, il faut passer le fil comme ça. Okay. Alors, quel est le patron des imprimeurs ? Vous devriez le savoir, vous qui êtes du musée de l'imprimerie. Oui, bien sûr. C'est Saint-Jean. C'est le patron des imprimeurs et des relieurs. Et la fête de la confrérie avait lieu le 6 mai, et elle commençait par une messe en l'église avant d'aller festoyer, comme c'est de rigueur. Nous allons donc nous rendre maintenant à l'église pour y faire nos dévotions. Rappelons au passage que plus d'un tiers de la production bleue des imprimeurs troyens était vouée à la religion. Les imprimeurs travaillaient pour l'Église et la prégnance de cette dernière était courante dans la plupart des actes de la vie quotidienne. La Bibliothèque bleue a relayé ce besoin de spiritualité, imprimant quantité d'ouvrages édifiants, nous invitant à mener une vie exemplaire en vue d'accéder au paradis. Citons par exemple le miroir du cœur, qui fait voir d'un côté le cœur, c'est-à-dire l'âme,
Le cœur donc du bon chrétien et de l'autre l'âme du pécheur qui, à coup sûr, finira dans les flammes de l'enfer. Alors ce sont des images fortes qui l'emportaient visuellement sur les textes et elles devaient frapper les esprits, même les plus récalcitrants. Toujours dans le but d'édifier les esprits, nous pouvons mentionner les nombreuses vies de saints qui sortirent des presses troyennes. Prenons tout d'abord comme exemple saint Antoine, ermite retiré avec son cochon dans le désert de la Thébaïde. La légende nous raconte... Ah, voyez le cochon au passage. La légende nous raconte qu'il fut soumis à de nombreuses tentations. Les honneurs, la richesse, la volupté. Mais il les repoussa toutes avec la plus grande fermeté. Les livrets bleus ont largement popularisé son histoire, accompagnés de figures diaboliques montrant le saint en proie à ses visions. Son animal de compagnie, bien entendu, l'accompagnait partout et n'était pas oublié dans ses représentations. Et petit à petit, c'est même lui, le cochon, qui devient la vedette, en particulier dans toutes les autres formes d'expression d'art populaire. Les marionnettistes, par exemple, mettent la légende à leur répertoire et le succès est si considérable que certains forains ne jouent plus que cela et que leur théâtre devient une baraque Saint-Antoine. Et certains marionnettistes n'hésitent pas à enflammer la queue de l'animal, pour plus d'effet évidemment, puisque dans l'histoire on dit que les diables mettent le feu à la queue du cochon. D'autres font jouer même un véritable porcelet sur scène. Et lorsque les enfants s'inquiètent du sort de l'animal après les représentations, le marionnettiste Guérin, par exemple, répond « Ici, on ne mange pas les employés ». Pendant ce temps-là, Biribi, parce que c'est le nom du cochon, Biribi engraisse. De 10 kilos au début du spectacle, il en pèse 20 après 3 semaines de représentation. Et il est nourri comme un roi. Et Guérin prétend même qu'il en devient plus intelligent. Alors, des chansons émaillent le spectacle, dont le fameux « Démolissons, démolissons la cabane du patron », chanté par des diables déchaînés. Généralement, les spectateurs font chorus en tapant leurs bancs sur le sol, et il n'est pas rare que soient démolis les bancs eux-mêmes. La légende se fixe également dans le verre avec des plaques de lanternes magiques, dans une version qui devient de plus en plus loufoque. Par exemple, Proserpine, en tentatrice, est installée sur un sofa et qualifiée de diablesse en falbala. Et une vue particulièrement irrévérencieuse montre le cochon affublé en moine par les diables. Vers la fin du XVIIIe siècle, Séraphin met la pièce à son théâtre d'ombre et à sa suite, les imprimeurs d'images populaires proposèrent des planches à découper pour pouvoir jouer la pièce à domicile. Après découpage et montage, c'était le cas par exemple chez Dambour et Gangel à Metz ou encore chez Pellerin à Épinal. Avec ces exemples, on perçoit les nombreuses libertés qui furent prises avec la géographie, et ce, dès les livrets bleus. D'ailleurs, les censeurs des brochures de Rouen firent figurer la vie de saint Antoine parmi les livres réprouvés pour toujours. Enfin, les Farnes à Limoges imprimèrent eux aussi ce récit dans une version dite revue et corrigée de nouveau, ce qui laisse à penser combien ce texte était sujet à polémique, considéré comme sulfureux. Alors vous allez me dire, on s'éloigne de la bibliothèque bleue, mais en fait, l'exposition voulait montrer les livrets bleus dans un contexte culturel et montrer que les supports pour un même type d'histoire étaient variés, qu'on pouvait avoir aussi bien des livrets bleus que des images populaires, des plaques de lanternes magiques, des enseignes, des marionnettes, etc. C'était les mêmes histoires que l'on retrouvait. Passons maintenant à l'école. Dans les écoles au XVIIIe siècle, c'est majoritairement le livre religieux qui était en vigueur pour apprendre à lire, qu'il s'agisse d'écoles confessionnelles ou d'écoles laïques. Certains imprimeurs de la Bibliothèque bleue publièrent donc des ouvrages, des livres à l'usage des écoles,
et parmi ceux-ci se trouvent aussi bien des psautiers en latin que des livres de piété. Rappelons au passage que l'on apprenait souvent à lire, notamment dans les écoles religieuses, dans des ouvrages en latin. Alors, le latin présente un petit avantage par rapport au français pour apprendre à lire. C'est qu'en latin, on lit exactement ce qui est écrit, contrairement au français. Mais c'est à un autre type de livre que nous allons nous intéresser avec son curieux caractère typographique, le caractère dit de civilité. L'enfant doit en effet savoir lire non seulement le caractère romain, mais aussi l'écriture manuscrite, l'écriture cursive, d'où l'usage de ce caractère supposé reproduire l'écriture. Plusieurs livrets porteront ce titre, je cite, civilité puérile, civilité honnête, civilité puérile et honnête, ainsi que les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne que l'on doit à Jean-Baptiste de La Salle, prêtre rémois, qui développa les écoles chrétiennes pour tous, y compris les enfants les plus pauvres. Certaines de ces civilités ont été annotées par leurs jeunes possesseurs. Et ce point permet de rappeler que dans certaines écoles, il est demandé à l'enfant d'apporter son propre ouvrage pour son apprentissage. Et pour les familles qui disposaient de très peu de moyens, c'était évidemment un livret de la Bibliothèque bleue, parce qu'il n'y avait pas moins cher. Alors l'enfant s'approprie alors sa brochure en y laissant son empreinte. Les marques de propriété peuvent être son nom maladroitement calligraphié. Ça peut être des essais de plumes, des mots répétés plusieurs fois pour se faire la main, autant de signes d'un apprentissage plus ou moins laborieux. Disons un mot au passage des autres marques de possession rencontrées dans les livrets, car les adultes, eux aussi, écrivent dans les livres, le plus souvent pour y apposer leur nom, qui fait alors figure d'ex-libris. Parfois, ils indiquent leur adresse pour qu'on puisse leur rapporter leurs biens en cas de perte. On promet alors un coup à boire, ou bien on menace le coupable des châtiments de l'enfer. C'est selon. Dans de très rares cas, la profession du propriétaire est mentionnée. Le cas le plus intéressant rencontré parmi tous les livrets que nous avons pu consulter vient de celui d'un ouvrier qui était imprimeur chez la veuve Garnier à Troyes et qui a réuni 80 livrets de chansons. Donc ça fait un livre extrêmement épais. Alors, il s'appelait Edmé Mailly, et il a écrit sur une page de garde, je cite, « Ce présent recueil appartient à Edmé Mailly, garçon imprimeur chez Madame Garnier dans la rue du Temple à Troyes. En cas de perte, je prie ceux ou celles qui le trouveraient de me le rapporter. Il lui a 3 sols pour leur peine à Troyes ce 16 mars 1748. » Et alors là, c'est précieux parce qu'on a une date, évidemment. Dans ce paragraphe, on sent surtout l'investissement affectif du possesseur pour son livre. Il faut dire qu'il a dû mettre du temps pour faire ce recueil de 80 brochures. Il est même prêt à rétribuer celui qui lui restituera son gros ouvrage. Mais on constate aussi, toujours en regardant les pages de garde, que le même ouvrage ainsi relié a également appartenu à un tanneur corroyeur, dit La Lune, et à un jardinier qui s'appelait M. Millet. Et pour terminer sur le chapitre de l'école, mentionnons quelques titres particulièrement didactiques de par leur aspect éditorial, parce qu'ils font alterner images et textes. Ce sont les figures de la Bible, d'une part, et d'autre part, les fables d'Ésope avec leur morale. L'enfant quitte l'école et il rentre chez lui. Donc nous allons passer à la maison. La maison, c'est aussi un lieu privilégié pour la présence de quelques livrets bleus. On cuisine, on se soigne avec la Bibliothèque bleue. Mais la maison, c'est également un lieu d'enjeu de pouvoir entre l'homme et la femme. D'une manière stéréotypée, la femme est maîtresse au foyer, alors que l'homme est maître à l'extérieur. Mais parfois, les rapports de force peuvent tourner au pugilat,
Et dès le XVIe siècle, la gravure reproduit des scènes de ménage où l'enjeu est de savoir qui portera la culotte. Malice des femmes, malice des hommes, imperfection des femmes, histoire plaisante des femmes qui battent leur mari, sermon pour la consolation des cocus, autant de titres qui évoquent des rapports de force et de domination. On notera au passage la prédominance des ouvrages contre les femmes. Ennemi de l'homme et suppôt de Satan, comme chacun sait, dans un discours largement relayé par les prédicateurs religieux qui n'hésitent pas à puiser leurs références dans les écrits de l'Antiquité. Malice des femmes et imperfection des femmes sont en fait un montage d'extraits d'un seul ouvrage intitulé « Alphabet de l'imperfection et malice des femmes » dû à un certain Jacques Olivier, qui se dit licencié en droit canon. Ce catalogue sexiste eut tant de succès que Garnier, donc l'un des imprimeurs de Troyes, en tirant une feuille, in plano, qu'il mit en vente. Je vous lis un court extrait de cette feuille. « Femme, si ton esprit audacieux et volage pouvait connaître le sort de ta misère, la vanité de ta condition, tu fuirais la lumière du soleil et entrerais dans le gros des cavernes, mais l'aveuglement qui t'ôte cette connaissance fait que tu demeures dans le monde la plus parfaite créature de tout l'univers, l'écume de la nature, le séminaire des malheurs, le jeu des insensés, le fléau de la sagesse, une sentine d'ordure, un monstre de nature, un mal nécessaire, un plaisir dommageable, un tison d'enfer, un zèle jaloux, une sainte à l'église, un ange dans les rues, un diable à la maison, un hibou à la fenêtre, une pie à la porte, une chèvre dans un jardin, une puanteur au lit. Quel courage, messieurs, vous avez d'épouser une dame. Je termine, puisque saint Bernard, au 52e sermon, ose bien appeler la femme l'organe du diable, mulier organum diaboli. Ça fait plus sérieux avec une citation latine, évidemment. Fin de citation, mais on n'en peut plus. Hein, là. Alors, relativisons quand même un petit peu le propos. Au XVIIe siècle, on s'amuse de la virulence de ces écrits, on les tourne en dérision, jusque dans l'estampe. Et quand on arrive, juste un mot sur cette estampe qui n'est pas de la Bibliothèque bleue, hein, ce sont les estampes qu'on vendait dans la rue Saint-Jacques à Paris. Et au fond, vous voyez l'atelier de Lustucru, parce que Lustucru, c'est un jeu de mots sur lus, tu, cru, l'aurait-on cru? Et Lustucru est chargé de reforger la tête des mauvaises femmes pour en faire des bonnes et restituer une bonne femme à leur mari, au mari. Ah oui, c'est bien, je vous approuve. Hein. D'ailleurs, moi qui ai eu la tête refaite, vous voyez le résultat. Hein. Oui. Je n'en doute pas un instant, monsieur. Alors, quand on arrive au XIXe siècle, ce sont des situations vraiment cocasses, relayées de légendes satiriques qui apparaissent sur les images populaires de Paris, d'Épinal ou de Metz. Le symbole de la culotte y est alors amplement développé et décliné à plusieurs niveaux. Vous voyez que les animaux prennent parti et les enfants également. Chacun tire de son côté. Nous allons passer sur la place publique. La place publique, c'est le lieu de toutes les histoires, tout ce qui se raconte. Et si à la maison, on lisait pour se distraire du labeur quotidien, que lisait-on? Eh bien, des romans, des contes, des légendes, et l'on chantait également. Alors même que les romans de chevalerie étaient tombés en désuétude depuis le XVIe siècle, hein, les derniers en date, c'était les Amadis de Gaulle, etc., les imprimeurs troyens reprirent des titres, mais de la geste carolingienne. Ils ont négligé la geste arthurienne.
Au premier rang des romans de chevalerie figure l'histoire des 4 fils Sémon, donc on vous en a déjà parlé, récit dans lequel le merveilleux le dispute à la bravoure. On vous a parlé de la querelle du jeu d'échecs qui amène Renaud à fracasser le crâne de Berthelot. Et à la suite de ça, les 3 frères vont fuir pendant des années et des années sur 3 lieux différents où à chaque fois Charlemagne va les poursuivre et les débusquer en quelque sorte, jusqu'à ce que, à la fin, Renaud de Garlas cède son cheval. Alors pourquoi cède-t-il son cheval? Parce qu'en fait, dans cette course éperdue, ils sont aidés par 2 êtres magiques. D'une part, le magicien Mogis, et puis d'autre part, un cheval fée qui s'appelle Bayard. Et à la suite de ce roman, tous les chevaux vont s'appeler Bayard. Tout le monde voudra avoir un Bayard, parce que Bayard, c'est le cheval dont la croupe peut s'allonger considérablement pour accueillir 4 hommes à la fois. Voilà. Donc, à la fois Bayard et et en même temps Mogis vont sauver les 4 frères de bien des situations périlleuses qui vont se dérouler au fil de plus d'une centaine de pages. Là où il y en avait plusieurs centaines lorsque le manuscrit passa dans l'imprimé. À côté de l'histoire des 4 fils Sémon, qui est sans doute le roman de chevalerie le plus connu dans la Bibliothèque bleue, les Troyens vont imprimer également Huon de Bordeaux. Et là, le personnage magique, c'est le nain, Oberon, qui va aider Huon dans sa quête impossible assignée par le roi. Autre roman de chevalerie, Valentin et Orson, 2 frères jumeaux qui sont séparés à la naissance. L'un est élevé dans la forêt par une ours, et puis l'autre va être élevé à la cour. Et il va y avoir un renversement de valeur au cours de l'histoire. Et puis on peut également citer les conquêtes du grand Charlemagne. Tous ces titres ont connu une longue pérennité éditoriale. Certains de ces romans furent illustrés avec des bois de réemploi. Alain en a parlé, c'est particulièrement vrai pour les premières éditions bleues. Les imprimeurs, comme Alain l'a dit, rachetaient des stocks anciens de bois gravés ou bien faisaient copier d'anciennes gravures dans une exécution assez fruste. On a vu des exemples. Les réemplois xylographiques donnent lieu parfois à des cocasseries dans le décalage entre le texte et l'image. Et on va en donner quelques exemples. Par exemple, dans une édition de Nicolas Oudot des 4 fils Sémon, on voit vers la fin de la brochure un âne aux prises avec un félin. Eh bien, cette gravure est supposée illustrer le moment où Charlemagne condamne Bayard à être jeté dans la Meuse. Faut un peu d'imagination. Quelques pages plus loin, on voit un homme précipité dans le vide, en présence de témoins, pour suggérer la mort de Renaud, assassiné par des maçons envieux au moment où Renaud est en train de participer à la construction de la cathédrale de Cologne. Là encore, il faut vraiment de l'imagination parce qu'en fait, ces 2 gravures proviennent d'un stock de bois gravé parisien ayant autrefois servi à illustrer les fables d'Ésope. Usés, sans emploi, ils furent rachetés par l'atelier Oudot et employés de manière très très lâche. Encore un autre exemple, Richard sans peur, imprimé par Yves Girardon. Richard, c'est le fils de Robert le Diable, autre titre de la Bibliothèque bleue. Et si le père était démoniaque dans ses actes, le fils, lui, n'a peur de rien, comme son nom l'indique. En page de titre, on a un cavalier de style Henri IV qui monte fièrement son destrier. L'image est certes valorisante, mais l'imprimeur ne craint pas l'anachronisme, comme le prouve d'ailleurs un peu plus loin dans le texte la réutilisation d'une scène antique pour figurer la cour de Charlemagne. Alors, dans ce genre de roman, les scènes de bataille sont généralement nombreuses, et dans le texte, et dans l'iconographie. Et là, nous avons une représentation de tournoi qui est bienvenue, puisque Richard, je cite, a bâti tous les chevaliers de la cour à la joute, donc pas de problème. En revanche, une telle représentation devient quelque peu singulière pour figurer Richard, je cite,
qui combattit un diable qui était au corps d'un excommunié. Là, évidemment, vous essayez d'imaginer. Par ailleurs, plusieurs figures bibliques ou à connotation religieuse sont réutilisées de manière tout aussi saugrenue. Ainsi, Job, sur son tas de fumier, apparaît pour illustrer le jugement de l'âme d'un moine noyé. Puis, à nouveau apposé encore plus bizarrement à l'horizontale, je ne sais pas si vous le reconnaissez à l'horizontale, lorsque Richard oxy le géant. Le géant est tombé, voilà. Enfin, lors de la bataille contre le diabolique brin de mer, c'est la chambre des caquets de l'accouchée qui apparaît avec les voisines qui rendent visite à la nouvelle accouchée. Mais alors là où ça devient très très curieux, c'est quand on regarde la phrase qui s'aligne sous la gravure. Je cite, « Le roi d'enfer était assis en une chaise toute noire au pied d'un orme. » Et on relèverait quantité d'autres incongruités dans d'autres ouvrages. Je passe. Il y avait en dehors des romans de chevalerie également des petits romans et des facéties. Les imprimeurs troyens produisent pour la distraction de leurs acheteurs quantité de petits romans, et au rang de ceux-ci, on peut mentionner l'histoire de Pierre de Provence et de la belle Maglone, l'histoire des aventures heureuses et malheureuses de Fortunatus avec sa bourse et son chapeau, l'histoire de Jean de Calais, ça ce sont des exemples pour les romans, et pour les facéties, Gratelard, ou Description de 6 espèces de paix, qui est un ouvrage... Je passe. Pour l'heure, je souhaiterais vous parler d'une héroïne de la Bibliothèque bleue qui s'appelle Geneviève de Brabant. Alors, vous vous souvenez sans doute des projections de lanternes magiques que l'on faisait à l'enfant Marcel Proust sur les murs de sa chambre à Combray. Je cite, « Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d'un affreux dessin, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline et s'avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. » Fin de citation. Voici donc l'histoire de l'affreux Golo et de la pauvre Geneviève. Nous sommes au 7e siècle. Geneviève, qui est fille d'un prince de Brabant, épouse le comte palatin Siffroy. Et peu de temps après leur mariage, elle est contrainte de se séparer de son époux parce que celui-ci est appelé à la guerre. Il est appelé à combattre les Arabes à Poitiers. Elle est alors enceinte, mais elle ne le sait pas encore, et en l'absence de son mari, elle va subir les avances de Golo, l'intendant. Évidemment, en jeune épouse, elle le repousse farouchement et avec dédain. Mais, par la même occasion, elle s'attire sa haine, et ce dernier va l'accuser injustement d'avoir commis l'adultère avec le cuisinier. Golo obtient alors, par lettre du comte, la condamnation à mort de Geneviève et de l'enfant d'herbe et en nourrissant son enfant grâce à une biche providentielle. J'ouvre une petite parenthèse. À Épinal, il y a une image qui montre un cerf à la place de la biche. Je ne suis pas sûre que ça ait été très utile. Alors, un jour de chasse, cette année après, donc, Siffroy parvient par l'intermédiaire de la biche blessée à la caverne où il découvre son épouse. L'innocence de Geneviève est alors reconnue, elle est remise en honneur. Mais elle est terriblement affaiblie par les privations, elle survit peu de temps, et alors là, sortez vos mouchoirs, la biche se laisse mourir de chagrin sur son tombeau. Alors l'enfant, dans certaines versions, va fonder un monastère avec son père. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, la notoriété de ce thème folklorique tient surtout au roman du révérend père René de Cerisier, aumônier de Louis XIV, qui en fait un récit fort édifiant,
paru en 1634 sous le titre de « L'innocence reconnue ». La première impression repérée dans le corpus bleu date de 1655, soit une vingtaine d'années après l'original, ce qui est très peu pour ce type d'édition. Ce sont ensuite des parutions sans discontinu jusqu'au XIXe siècle. Donc sa très grande popularité en France vient d'abord des nombreuses rééditions de cet ouvrage dans la Bibliothèque bleue, tant à Troyes qu'en d'autres villes. La légende devient même tellement populaire qu'elle est déclinée à l'envi sur quantité de supports, un peu comme Saint-Antoine tout à l'heure, principalement dans l'imagerie, mais aussi en marionnettes, plaques de lanternes magiques, bibelots, dessus de pendules, etc., etc., etc. Et l'image qui s'impose alors le plus souvent dans les esprits, c'est celle d'une Geneviève éplorée tenant son enfant et contemplant la biche nourricière. Elle engendre une complainte devenue elle aussi célèbre, qui s'intitule « Approchez-vous, honorable assistance, pour entendre réciter en ce lieu l'innocence reconnue et patience de Geneviève, très aimée de Dieu ». C'est l'incipit. Et c'est sur cet invite que s'ouvre ce cantique qui se chante sur l'air « Que de vent », emprunté à un opéra, l'opéra Attis de Lully. Donc, porosité entre le monde savant et le monde populaire. L'autre représentation privilégiée, c'est celle des retrouvailles des époux après 7 années de séparation. C'est l'heureux dénouement de l'histoire qui est ainsi donné à voir dans cette mise en scène de l'innocence reconnue. L'imagerie s'arrêtera là, alors que la Bibliothèque bleue ira jusqu'à la mort de Geneviève. N'est-ce pas ? Au XIXe siècle, des chromos racontant son histoire sont distribués aux petits-enfants sages et Pellerin à Épinal répand à foison ces images coloriées, propulsant la légende jusque dans les plus lointaines contrées. Il propose même un petit théâtre à construire pour pouvoir jouer ce drame-comédie en 4 tableaux et une douzaine de personnages. Toutefois, c'est surtout chez les marionnettistes que ce drame apparaît comme incontournable. Avec la tentation de Saint-Antoine, Geneviève de Brabant est devenue la pièce la plus jouée du répertoire religieux. Le succès de l'histoire est alors à son comble et les parodies se multiplient. Offenbach crée en 1859 à Paris un opéra bouffe à partir de cette légende. Des images grotesques circulent et en 1899, Éric Satie compose une musique pour Sa Geneviève de Brabant, spectacle en 3 actes de marionnettes en ombre chinoise avec des paroles burlesques. Si j'ai insisté autant sur Geneviève de Brabant, c'est un petit peu pour les mêmes raisons que Saint-Antoine. C'est pour vous montrer comment s'élabore un réseau culturel autour d'une histoire qui en vient à toucher toutes les strates de la société. Issue d'un milieu lettré, elle devient largement populaire avant que l'élite lettrée la récupère à nouveau, mais la plupart du temps pour la dénigrer, ou sous une forme dénigrée. À côté des romans s'imprimaient quand petits contes. En effet, les histoires merveilleuses des conteurs et conteuses du XVIIIe siècle rejoignent très rapidement, après leur parution, le catalogue de la Bibliothèque bleue. Ce qui représente finalement une singularité pour cette pratique éditoriale qui tend plutôt à intégrer des textes anciens, voire très anciens. Les lecteurs de la Bibliothèque bleue peuvent ainsi profiter des contes, évidemment, de Charles Perrault, mais pas seulement. Toutes les conteuses aussi de l'époque, Madame d'Aulnoy, Madame le Prince de Beaumont, Madame de Murat, Mademoiselle l'Héritier. Et comme on ne prête qu'aux auteurs célèbres, certains contes sont même attribués à Perrault alors qu'ils sont de ses consoeurs. Et puis l'on chante. Et la plupart des recueils de chansons s'intitulent chansons nouvelles. Comme ça, on ne se trompe pas. C'est toutes des chansons nouvelles. Et ils constituent une manne inépuisable pour les imprimeurs qui peuvent faire sans fin du neuf avec de l'ancien, en échangeant au gré des tirages des cahiers pour composer de nouvelles brochures. La mise en écrit des chansons contribue sans doute largement à la propagation des couplets et refrains
et popularise plus d'un air, bien que la musique ne soit pas notée. Alors comment faisait-on ? Eh bien, pour les interpréter, on se basait sur le titre du timbre, et le timbre, c'est une chanson qui était supposée être connue de tout le monde, et à partir de cet air, on l'appliquait sur les nouvelles chansons. Donc, vous aviez le titre de la chanson, et en dessous, le titre d'une autre chanson qui était supposée être connue de tout le monde. On reprenait l'air. Il arrive aussi que soit juste stipulé air connu. Bon, ça laisse supposer des publications rapides répondant à un phénomène de mode. La chanson est dans l'air et les imprimeurs en profitent. Quelles sont ces chansons ? En fait, c'est un grand pêle-mêle de Noël, de cantiques spirituels, de chansons à boire et à aimer, interprétées le plus souvent sur des airs profanes, mais le contraire existe aussi. C'est-à-dire des chansons à boire intitulées sur des airs religieux. Et la chanson nous fait passer de la sphère privée à la sphère publique. À Paris, c'est le Pont-Neuf qui est le lieu privilégié des vendeurs de chansons, mais ils peuvent aussi se produire en place publique, notamment les jours de marché dans n'importe quelle ville. Alors, la place qui est représentée là ne semble pas vraiment urbaine, mais elle montre bien comment procédait le vendeur de chansons en règle générale. Et vous voyez qu'il a devant lui une sacoche avec les livrets à vendre, et il a un tableau qu'il a déroulé, ce sont des toiles qui étaient peintes, qu'il roulait pour les transporter, qu'il déroulait au moment où il chantait, il interprétait la chanson en s'accompagnant au violon. Et vous voyez son épouse qui est en train d'effectuer une vente. Pardon ? Ah oui, ça a perduré, oui, c'est vrai. Les plus organisés ou les mieux lotis, donc, s'accompagnent, comme on le voit ici, d'un violon, d'un tableau représentant des scènes, et c'était particulièrement vrai pour les cantiques spirituels, narrant la vie d'un saint ou d'une sainte. Et c'est aussi dans ces lieux publics que le colporteur attire le chaland avec son boniment, et que se monte le théâtre éphémère des saltimbanques ou des montreurs de marionnettes. Alors on va rester à l'extérieur, mais on va passer au jardin maintenant. Et pour bien cultiver son jardin, nous allons nous mettre sous la protection de Saint Fiacre. Saint Fiacre, c'est le patron des jardiniers. Dans l'imagerie d'Épinal, il est généralement représenté avec sa bêche. Et si les jardiniers s'en remettent à Saint Fiacre, c'est parce qu'il obtint, grâce à l'intervention divine, autant de terrain qu'il put en bêcher en une journée. Mais là où Dieu lui a donné un sacré coup de main, c'est qu'au soir, l'espace était non seulement défriché, bêché, mais aussi entouré d'un fossé. Et l'on comprend que les jardiniers aspirent à un tel miracle. Peu d'ouvrages dans la Bibliothèque bleue apprennent au lecteur à cultiver son jardin, savoir-faire qui se transmettait davantage visuellement, oralement. Signalons toutefois le jardinier français qui enseigne à cultiver les arbres et herbes potagères avec la manière de conserver les fruits et faire toutes sortes de confitures, conserves et massepains. Le livret, qui s'adresse plus à une clientèle bourgeoise que populaire, est issu d'un ouvrage de Nicolas Bonnefond, paru en 1651. Avec son autre titre, on voit que l'on envisage plantes et fruits depuis leur plantation jusqu'à la récolte, et même au-delà avec leur conservation et leur consommation. Alors, ça nous permet de faire d'ailleurs un petit rappel des moyens de conservation dont on disposait à l'époque et qu'on retrouve dans le livret bleu. Pour ce qui était salé, on avait le vinaigre, la graisse, le fumage et le séchage. Pour le sucré,
On utilisait également le séchage, mais aussi le miel et le sucre de canne. À partir du moment, évidemment, où le sucre de canne a été importé. Les herbes propres à la consommation, mais aussi à l'hygiène ou bien aux soins, étaient cultivées au jardin ou bien récoltées dans la nature. En principe, un livret comme l'histoire des plantes devait aider à les reconnaître. Je dis bien en principe. Elle provient de l'ouvrage de Léonard Fuchs, célèbre médecin du XVIe siècle. Alors c'est un mélange de descriptions botaniques, d'indications thérapeutiques, où les herbes sont vues. Où les herbes donc sont employées seules ou bien mélangées à d'autres ingrédients. Et ces herbes étaient utilisées comme remède contre plutôt les fièvres, les refroidissements, les coupures, les plaies, les ennuis digestifs, intestinaux, les problèmes sexuels, très importants, résolus par les vertus des plantes magiques ou maléfiques. Et on peut rappeler ici le rôle joué par la mandragore qu'il fallait arracher de nuit sans la toucher et en se bouchant les oreilles à cause du cri terrible qu'elle jette quand on l'arrache. Et l'originalité de l'herbier est d'être illustré. Je suis en train de regarder, il va falloir qu'on s'arrête avant. D'accord. Donc, je disais, et d'être... oui, mais il faut que tu distribues ça, après ça... du coup, je suis perdue. Bon, et d'être illustré avec des bois qui ont été copiés dans Fuchs, mais tellement mal copiés qu'on ne reconnaît pas les plantes. Et en plus, non seulement ça, mais qu'en plus, les bois ont parfois été interchangés, donc ça devient très dangereux d'herboriser avec. C'est ça le problème. Et puis, on pourrait faire le même constat avec le maréchal expert. Tu montres les planches. Et c'est le seul livre de la Bibliothèque bleue où vous ayez des planches dépliantes à l'italienne. Le pauvre cheval, s'il tient debout avec une telle ossature, il a vraiment beaucoup de chance. Hein. Vous aviez également des ouvrages qui permettaient, par l'intermédiaire des almanachs, de planter, savoir quand il fallait planter, récolter, semer, etc. Mais c'est bourré d'âneries, et les prévisions, évidemment, il n'y en a pas une seule de bonne. Donc, on passe. On en arrive dans la boutique et l'atelier. Alors, on avait envisagé au moment de l'exposition 3 professions, à savoir le boulanger. Non, c'est pas par lui qu'on commence, si. C'est domestique, oui. Corvéable du soir au matin, du matin au soir, les deux. Et puis, le chirurgien. C'est pour ça que on rappelait dans une vitrine que le chirurgien, c'est aussi celui qui sert de barbier, et c'est aussi celui qui ampute. Donc il y avait et c'est celui qui saigne aussi. Donc il y avait de charmants instruments dans la vitrine, tous à éviter si possible. Bon, vous vous souvenez de Molière, bien évidemment. Et puis, on montrait le calendrier des bergers pour indiquer les points de saignée. Et ensuite, c'est quoi la suivante ? Les savetiers. Alors les savetiers, ils apparaissent comme des joyeux de rille, passant leur temps à festoyer. En fait, ce sont des parodies d'entrée royale. Mais vraiment des parodies, parce que le savetier, c'est quelqu'un de très pauvre, en fait. Hein. Il n'a pas droit au statut de cordonnier. Il n'a droit d'utiliser que des cuirs usagés. Donc, c'est vraiment des salaires misérables. On avait ensuite la boutique de l'astrologue. C'était ma boutique préférée. Alors, avec tous ces instruments. Et puis, évidemment, on avait mis la quantité d'almanachs. Avec des almanachs dont les noms d'astrologues troyens revenaient en permanence, à savoir Larivet, par exemple, Claude Morel,
Et le nom de l'arrivée, il a vraiment perduré parce que on le retrouve dès 1612 à Lyon et ensuite dans d'autres villes. Et à la fin, il devient même une spécialité provençale jusqu'en 1913. Les almanachs sont supposés descendre du grand calendrier des bergers, mais c'est faux. Je veux dire, le grand calendrier des bergers n'avait pas tout à fait la même visée. Hein. Le grand calendrier des bergers, c'est la conception de l'homme en tant que microcosme dans un macrocosme. Donc, on était loin des pronostications farfelues que l'on trouve ensuite dans les almanachs. Et à chaque partie du corps correspond un signe du zodiaque. Par exemple, la tête est sous le signe du bélier, les pieds sous le signe des poissons. Et au XIXe siècle, le calendrier des bergers devient vraiment un objet de collection parce que il est rempli de bois gravés. C'est surtout pour ça. Un autre ouvrage, c'est le miroir d'astrologie naturelle. Miroir, d'astrologie naturelle. Donc vous allez en voir quelques exemplaires. Et on terminait sur la rue. Une rue bruyante, grouillante. La rue, on se plaint aujourd'hui que nos rues sont bruyantes, mais au XVIIIe siècle, elle était extrêmement bruyante, la rue. Hein. Tout le monde s'invectivait, les carrosses sur les pavés étaient extrêmement bruyants. Les professions, beaucoup de professions s'exerçaient sur le pas de la porte. Et en fait, vous aviez dès le matin les cris des petits colporteurs. D'ailleurs, quel est le premier colporteur du matin? Eh oui, le laitier. Le laitier, parce que il faut du lait pour les petits enfants qui braillent dans leur lit depuis déjà 1 heure. Et donc après la laitière, vous aviez quantité de professions, de bouches, de services qui apparaissaient, des pâtisseries, des allumettes, le charbon, des aiguilles, les navets, le ramonage, les pots de lapin, la morora, etc., etc. Alors tous crient plus fort les uns que les autres pour se faire entendre. Mais vous avez aussi dans la rue des malfrats. Il ne faut pas trop vous attarder devant un spectacle parce qu'on vous fait les poches. Ça, c'est pas encore les plus dangereux. Mais vous aviez au XVIIIe siècle 2 grands bandits qui ont vraiment fait des ravages. C'est Cartouche d'une part et Mandrin d'autre part. Alors Cartouche a sévi à Paris et Mandrin, lui, a sévi dans le sud-est de la France. Et ils ont fait beaucoup de victimes. Et puis, vous aviez dans la bibliothèque bleue le jargon des gueux. Bon, c'est un dévoilement fictif, puisque vous savez pertinemment que dès qu'un jargon est dévoilé, on en crée un autre, etc. Et alors, au milieu de tout ce brouhaha, le colporteur de livres essaie de faire sa place. Il arpente la cité en criant les titres de ses livrets. Son boniment incite à l'achat les passants, les futurs lecteurs réjouis par tant de belles histoires. Et nous, on voulait vous laisser un souvenir de ces belles histoires en vous distribuant une feuille. Je vais passer parmi vous et Alain vous fera la démonstration. C'est-à-dire que je vous demande surtout de n'en prendre qu'une par couple si vous êtes en couple, parce qu'on risque de pas en avoir assez pour tout le monde. Donc, vous allez pouvoir repartir avec 3 livrets de la Bibliothèque bleue en fac-similé. Et si vous êtes intéressé, on a aussi quelques exemplaires du catalogue Bibliothèque bleue. Oui, on va passer chacune d'un côté peut-être pour aller plus. Mais les gens peuvent passer aussi. Donc, merci beaucoup pour cette passionnante conférence à 2 voix qui très bien rodée et qui passait très très bien, très humoristique. Et on a peut-être le temps pour quelques questions. Merci.
Je voulais juste vous demander, à propos justement des modes de diffusion de ces livrets par les colporteurs. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils achetaient du stock auprès des officines. Et est-ce qu'on sait comment, est-ce qu'il y a de la plus-value, et est-ce qu'on connaît quelle est leur marge finalement de... Le colportage, c'est un métier de perdant. Combien d'exemplaires on pense qu'on était autour de 2000, 3000 maximum. Oh, ça dépend où. La France du Nord-Est a été alphabétisée assez rapidement, hein, semble-t-il, dès le XVIIe siècle. J'aurais une autre question. Où est-ce qu'on trouve les derniers exemplaires de la Bibliothèque bleue? Édités. Enfin, vous voulez savoir où ils ont été édités ou bien où on les trouve actuellement? Non, comment ça s'appelle? Quels sont les lieux qui les conservent encore? Ah, alors, si vous voulez en consulter beaucoup, il y a la médiathèque de Troyes. Il y en a à peu près 3500. Sinon, c'est le Mucem à Marseille. Il y en a, on va dire, 2000. Attendez l'oreille, enfin. C'est l'ancienne collection du Musée des Arts et Traditions Populaires. Distribuer des trucs et parler dans le micro. Sinon, c'est la Bibliothèque nationale. Mais là, c'est pas identifié en tant que tel. Donc, vous devez... Oui. Ah bah non, ça n'existe plus. C'était une exposition l'an dernier. C'était une exposition. Alors, je vous explique rapidement pour le pliage. Ah oui, bah. Alors, pour le pliage, donc, cette feuille est en forme in 18. C'est-à-dire qu'il faut la plier une fois en 3, une deuxième fois en 3 et une fois en 2. 3 x 3, 9 x 2, 18. Vous obtenez donc un cahier de 38 pages. Mais en fait, dans ce cahier de 36 pages, je veux dire, excusez-moi. Mais en fait, il y a 3 livrets de chacun 12 pages. Donc vous pouvez vous contenter de plier une fois en 3, dans le sens de la longueur, et ensuite, au lieu de faire les autres pliages, vous faites les découpages et vous obtenez vos 3 livrets séparément que vous repliez en 2. Alors, il y a une petite erreur dans l'imposition de la feuille. C'est pour ça qu'à mon avis, on la trouve encore chez les antiquaires parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Vous pouvez vous en rendre compte ici. Vous avez deux longueurs qui sont dans le même sens, alors qu'évidemment, par pliage, ça se retrouve à l'envers. Donc, vous serez forcé, après, de reconstituer votre ouvrage dans le bon sens. Mais c'est facile parce que les pages sont numérotées, donc... Y a-t-il une autre question? Oui. Alors, une question. Vous êtes très occupé par le pliage, ce que je vois. Y a-t-il une autre question? La dernière. Je posais la question, dans une édition, combien on tirait d'exemplaires? Bah, on a... Le peu oui. de gens lettrés. Bon, déjà... bon... Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Des imprimeurs actuels m'ont dit que vraisemblablement, on tirait ce qu'il était possible de tirer en une journée. Pour l'organisation de l'atelier, on tirait une feuille par... on tirait un côté de feuille par jour de façon à une meilleure utilisation. Donc, ça nous amène de l'ordre de 2000 à 3000 exemplaires maximum pour une édition. Bon, l'autre solution, c'est de regarder dans les inventaires d'imprimeurs quelles sont les quantités maximales qu'on retrouve. On peut penser qu'on n'est pas loin d'un tirage, quand il y a
un inventaire après décès, si on a là où on a le maximum d'exemplaires, c'est sans doute que c'est une édition récente qui n'a pas encore été écoulée. Hein. Donc, bon, ça nous donne des idées, des ordres de grandeur du même type, hein, 1500, 2000 exemplaires qu'on peut retrouver à ce niveau. Y a-t-il une dernière question? Non. Ben, il nous reste à vous remercier pour cette passionnante... La prochaine conférence